Vous allez sûrement avoir des questions, parce que comme ça, tout ce qu'on a dit est quand même assez riche et mérite d'être creusé. Donc je vais prendre quelques questions. Avant on a évoqué le Yalak à juste titre. Je signale que donc on a Algérie Rouge, nous avons réalisé un livre qui s'appelle Il y a encore l'Algérie, où on essaie justement à la fois de rendre compte de ce qu'a été ce formidable mouvement et dont les effets se perdent jusqu'à aujourd'hui. C'est pas du tout le mouvement, il n'apparaît plus, mais il est toujours bien présent souterrainement. Mais aussi justement des conflits de clans, de pouvoirs qui ont conduit à cette situation-là, et comment ces clans divers et variés ont réagi face au soulèvement populaire. Donc ça, on est rentré dans une analyse assez fine, et donc je vous conseille ce livre. Voilà. Alors donc maintenant, peut-être 3-4 questions, et puis je repasserai la parole à nos collaborateurs, n'est-ce pas? Alors, qui veut poser des questions? Oui? J'ai vu le film Trahison, où il a expliqué effectivement les évadés de l'armée française d'origine algérienne n'étaient pas recherchés par la suite par cette même armée. Ce qui explique qu'ils étaient démissionnés pour contrôler l'indépendance algérienne. L'assassinat d'Abel pendant la guerre, Khida en Espagne, Klim en Allemagne, Missili dernièrement en 87 à Paris, ce qui explique la mafia politico-financière a été construite en collaboration de deux États, la France et l'Algérie. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'aujourd'hui, le peuple doit retrouver sa voie. La voie de la justice, la voie de la vérité, la voie d'égalité, d'équité. Rappelez-vous, en 90, la guerre menée pas contre les islamistes. Je n'ai jamais été islamiste, je ne suis même pas musulman. Je suis citoyen, je suis civil, Voilà, ce qui explique, rappelez-vous, de l'ancien directeur de la DST est allé en Algérie avec des importateurs français pour fabriquer des importateurs qui n'ont jamais exporté. Il n'y a que import-import. Il faut reconnaître ça. Revenons, on peut contrôler ce qui est grave. Rapidement, si vous voulez. Oui, je vais dire juste pourquoi les dettes publiques gérées par le Club de Paris, ou les dettes privées gérées par le Club de Londres, ou les FMI connus pour les pays d'ailleurs. Mais chaque importateur, il y a un général. Mais qui contrôle qui? Est-ce que vraiment aujourd'hui, on va payer le prix du solde? Non. À un moment donné, on devrait révéler au grand jour la vérité pour que le peuple du monde soit uni pour vivre en paix. Merci. Merci. D'autres questions? Essayez d'être court, s'il vous plaît. Bonsoir, merci beaucoup. C'était tout à fait passionnant le décryptage des mécanismes France-Algérie. Comme l'a fait Jean-Baptiste, c'est très saisissant de prendre chacun un exemple qui vous marque le plus pour illustrer ce qu'il y a de particulièrement inédit et qui est sans équivalent dans ces relations entre la France et l'Algérie, dans les relations internationales. On m'avait évoqué que, par exemple, dans des conférences internationales, dans le milieu des diplomates, c'était très pavlovien que les autres diplomates, quand ils parlent de l'Algérie, ne se tournent même pas vers l'Algérie physiquement, ils regardent du côté de la délégation française. Si vous aviez des situations comme ça qui peuvent nous illustrer qu'on se mette bien des images saisissantes de la France-Algérie. D'accord. Oui. Bonsoir, je suis absolument impressionné par le tableau que vous avez dressé. On s'en doutait, mais là, avec du factuel, c'est terrible. Avant la question, je ne suis pas d'accord avec un petit truc que vous avez dit au départ. Je pense que la guerre d'Algérie a une importance importante à la révolution. La mort d'Aban Rabdan explique beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que je voulais
simplement dire là maintenant deux questions. On a bien compris qu'il y avait un jeu de dupes. Il y avait le théâtral pour le grand public, et puis les choses importantes entre la boîte noire. Donc ça porte un nom, ça s'appelle la mafia. Hein. Ça veut dire aussi peut-être, est-ce que Macron aura besoin d'argent pour sa prochaine campagne électorale? Il ira la chercher où? Hein. Et dernier truc, c'est par rapport au jeu de dupes qu'on nous a servi, si vous pouviez revenir et donner votre opinion sur comment ça a été la vérité, et puis comment ça a été traduit au niveau des deux États, ou des deux parties de la boîte noire, la mort des moines de Tibérie. Encore une question, et puis après on passe aux réponses. Bonjour, merci d'avoir organisé cette conférence. C'est tellement rare qu'on parle des relations France-Algérie, surtout du côté sombre, on va dire, de ces relations. Je voulais savoir comment ça se fait qu'on accepte que l'argent sale soit injecté dans l'économie française au risque de fragiliser les entreprises vis-à-vis de leurs concurrents. Et où sont les organismes censés lutter contre la corruption, la justice? Est-ce que la justice a compté que pour l'affaire Jory, 60 ans durant? Est-ce qu'il y a d'autres affaires? Et pourquoi la justice ne bouge pas? Bonne question. La dernière, pour l'instant. Ça s'adressait plus particulièrement à Jean-Baptiste Ivoire. Donc, comment se fait-il en fait que des journaux d'investigation comme Mediapart ou comme Le Canard ou comme d'autres journaux en fait ne font pas leur travail de journaliste concernant les relations incestueuses entre les oligarques algériens et puis une partie du champ politique français? Très bien, bonne question. Peut-être, avant de vous passer la parole là, pour répondre à la suggestion de une anecdote significative de ces réalités de la France-Algérie qu'on a pu vivre. Moi, je peux dire personnellement que je me souviens d'une anecdote qui était un débat au Sénat sur les relations franco-algériennes auquel était présent M. Hervé Charette, qui était le ministre des Affaires étrangères justement au moment de l'affaire des moines de Tibérine. Et c'est lui qui a dit, effectivement, qui nous a tous laissé complètement estomaqués en disant au niveau international, l'Algérie est une affaire française. C'est-à-dire que non seulement l'Union européenne, il nous expliquait comment au niveau de la Commission européenne, chaque fois que le dossier algérien venait sur la table, tout le monde se retournait vers le représentant de la France pour savoir ce qu'il fallait en penser. Mais même au niveau mondial, c'est-à-dire que dans la tête des dirigeants occidentaux, et pas que occidentaux demeurant, l'Algérie, d'une certaine façon, est toujours une colonie française. C'est quand même ça, moi j'avoue que ça veut dire que ça structure les mentalités de ce côté-ci de la Méditerranée, mais aussi de l'autre côté. Une autre anecdote, et puis j'arrête parce que j'irai trop loin, mais qui moi, m'a beaucoup appris. C'est un jour, un journaliste français était à Alger et voyait dans un des plus grands hôtels d'Alger, justement, un colonel de la sécurité militaire, enfin du DRS, comme il s'appelle désormais, qui lui disait la chose suivante. Il disait, mais pourquoi est-ce que vous ne nous aidez pas plus? Pourquoi vous, les Français, vous, les journalistes français, vous ne nous soutenez pas plus? Nous sommes les nouveaux pieds noirs. Vous comprenez? Nous, on est les pieds noirs. Donc pourquoi vous n'aidez pas les pieds noirs d'aujourd'hui? Waouh! Donc j'ai fait un petit papier là-dessus dans Algérie Hall, vous pourrez le trouver si vous voulez. Mais ça veut dire que la mentalité du côté de l'élite algérienne, l'élite, en tout cas les dirigeants, les décideurs, comme on dit algériens, militaires et civils au demeurant, c'est qu'ils se vivent à Club des Pins, ils sont tous enfermés à Club des Pins, la résidence à côté d'Alger, ils se vivent comme les nouveaux pieds noirs. Et pour eux, les Algériens, le peuple algérien, entre eux, ils les appellent les bougnoules. Voilà. Donc ils sont racistes vis-à-vis de leur propre peuple. Donc ces deux anecdotes-là, si vous voulez, campent bien l'espace dans lequel évolue la France-Algérie. Donc peut-être on va commencer dans l'ordre. Tout petit mot, ça me fait penser à l'histoire de l'avocat Jacques Vergès, qui avait été très proche du FLN pendant le combat de la guerre d'indépendance, qui un jour a fini par faire un livre, il en avait un peu marre de ses copains algériens, il leur a dit « Lettre à mes amis algériens devenus tortionnaires », il parlait à ceux qui avaient pris le pouvoir, je crois que c'était à peu près vers 92, et en gros il leur disait « En vous asseyant dans les fauteuils des pieds noirs, vous avez pris leur pratique », c'est-à-dire qu'en fait vous êtes mis à torturer votre propre peuple, comme les Français avaient fait. Et ça rejoint exactement ce que tu dis, François, c'est-à-dire que quelque part ces dirigeants algériens, souvent d'ailleurs issus de l'armée française, ne comprennent pas pourquoi Paris les trouve pas formidables, puisqu'ils font pareil que ce que faisaient les colons.
Alors vas-y, enchaîne peut-être sur les autres questions, et notamment sur Tibérine. Il y a une question sur l'occultation de la réalité. Toi, tu as écrit un livre, je rappelle, qui s'appelle Le crime de Tibérine, que j'ai publié il y a 6-7 ans, quelque chose comme ça. Non, et qui fait toujours autorité. C'est une sacrée enquête, hein, et un film. Ce qui est intéressant avec l'histoire des 7 moines de Tibérine enlevés et assassinés en 96 en Algérie, c'est qu'on est typiquement dans l'espèce d'intoxication parfaite montée par les autorités algériennes avec la complicité de la France. Ça va être super court, mais ces moines chrétiens, qu'est-ce qu'on nous a vendu officiellement? Moines chrétiens égorgés par des islamistes du GIA, donc forcément les islamistes ils égorgent les chrétiens, donc c'est normal. Donc, tout le monde a dit bah oui c'est normal, les islamistes ils égorgent les chrétiens. Quand on gratte un peu sur cette histoire, c'est absolument hallucinant parce qu'ils sont là depuis quasiment le début du siècle, ils sont extrêmement bien implantés dans la région de Bida, dans un petit village au-dessus de Bida. Ils connaissent la population depuis des dizaines d'années, le médecin du monastère soigne les gens, et il y a un grand respect, une grande estime entre la population locale qui a beaucoup voté pour le fils, hein, en 92, la population de Bida est assez religieuse, et c'est moines. Et ils sont tellement proches que quand l'armée interrompt le processus électoral, commence à réprimer dans la région de Bliana, de Médéa, etc., les populations fuient, il y a des jeunes qui prennent le maquis, et les moines connaissaient leurs parents, ont soigné leur mère, connaissent les mômes, et finissent par dire bah, si vous avez des blessés dans les maquis et que vraiment vous venez, vous êtes en train de saigner, on ne va pas vous rejeter, donc vous faites la queue et vous êtes malade, on vous soignera. Et cette proximité va aller assez loin, et le patron des moines, Christian de Chergé, a appris l'arabe, il fait le ramadan, enfin, voilà, ça va très très loin dans l'amitié avec la population locale, et donc il est finalement choqué par la répression militaire. Il va être en empathie avec cette population qui a parfois pris le maquis, et donc on a en fait des moines complètement en compréhension de la montée du fils en Algérie. C'est ça la vérité. Et au point que les autorités militaires algériennes sont embarrassées parce que ces moines sont témoins d'un certain nombre de choses, de ce qui se passe dans la répression, ils savent ce qui se passe dans les montagnes, ils sont très indiscrets, ils peuvent repartir en France, ils peuvent raconter. Et donc à plusieurs reprises, la sécurité militaire fait pression sur le préfet de Bida pour dire « dites-leur qu'il faut partir ». Et à plusieurs reprises, le patron des moines refuse de partir en disant « on reste en solidarité avec la population ». Et c'est cette situation qui est devenue insupportable pour Alger, et qui fait qu'à mon avis, à un moment donné, il a été décidé finalement de les exfiltrer. Alors, il n'était pas forcément décidé de les tuer au départ, mais un commando est parti pour les enlever. Bon, alors, la composition du commando, il ne faudra pas rentrer là-dedans, mais ils ont été enlevés pour être retirés de cette région et qu'ils ne soient plus témoins de ce qui se passait. Et puis ensuite, probablement, ça a dérapé parce qu'on voulait que Paris reconnaisse l'immense talent d'Alger pour les libérer, puis ça s'est pas fait comme ça, puis les moines parlaient arabe, donc ils ont compris qu'ils n'étaient pas tout à fait entre les mains d'islamistes, etc. Et voilà, et donc ils ont fini par être assassinés. Mais c'est pour dire que, voilà, typiquement une affaire qui a été vendue en termes de storytelling par Alger, et par Paris d'ailleurs, hein, comme les monstres islamistes sont vraiment dangereux. Moi je pense qu'ils ont été victimes de la sécurité militaire, très clairement. Mais avec un niveau d'intoxication de l'opinion internationale qui est absolument considérable. Et puis après, avec le 11 septembre 2001, on ne peut plus rien faire de toute façon pour remonter sur cette vérité. C'est terminé après. Le schéma manichéen s'est mis en place dans l'esprit de millions et des millions de gens sur la planète, on ne peut plus rien faire. Dans ton livre et ton film, d'ailleurs, tu dis bien que les groupes islamiques armés, responsables de l'enlèvement et de l'assassinat des moines, c'était déjà en 1996, de façon absolument certaine et à 100%, des groupes islamistes de l'armée. Les émirs qui étaient à la tête de ces groupes étaient des officiers de la sécurité militaire. Et c'est eux qui organisaient la violence islamiste, et c'est un commando de ces groupes islamiques de l'armée, comme on dit en Algérie, hein, c'est les Algériens qui disent ça, c'est pas nous, qui ont opéré l'enlèvement et puis ensuite l'assassinat. Je n'en souviens un petit peu, il y avait évidemment des vrais groupes islamistes, mais ce qui est vrai, c'est qu'entre 1994 et 1996, les services algériens ont réussi à faire monter à la tête du GIA ce fameux Jamal Zekini, qui était un jeune vendeur de poulet de la banlieue d'Alger qui contrôlait. Et donc dans cette période, au moment du détournement de l'Airbus Air France à Alger en décembre 1994, au moment des attentats de Paris en 1995, au moment de l'assassinat et l'enlèvement des moines de Tibérine en 1996, c'est ce type qui dirige le GIA qui va assumer tous ces crimes en criminalisant l'islam, alors qu'en réalité c'est une marionnette des services algériens et qu'ils ont mené ces opérations soit pour terroriser la population, soit pour prendre en otage le gouvernement juifé pour ne surtout pas qu'il favorise une solution de paix en Algérie. Les attentats de Paris ont terrorisé l'opinion en France évidemment et ont torpillé toute possibilité de compromis politique en Algérie parce qu'il n'était plus question de réintégrer le fils dans la vie politique si le fils mettait des bombes dans la RER. C'est une stratégie de communication qui a été rendue totalement efficace. Omar, tu veux réagir aux questions? Non, pas particulièrement. Ce que je peux dire, c'est que, s'agissant de la position de la France et de l'Algérie au niveau des relations internationales, il est tout à fait clair que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie sont des protectorats ou des condominiums
marocains, franco-algériens et franco-tunisiens. Dans les relations, dans la négociation internationale de la dette, on a eu affaire effectivement au club de Paris, au club de Londres et aux créanciers japonais. Eh bien, pour contourner l'influence française qui était complètement hégémonique, il m'est arrivé à moi personnellement, mais à quelques autres camarades négociateurs, d'être invités à passer par le Trésor français pour exprimer nos desiderata. Eh bien, pour contourner cette influence-là, on a beaucoup travaillé avec des banquiers américains qui, systématiquement, nous rapportaient que les créanciers japonais, par exemple, ne voulaient absolument pas entendre parler du moindre engagement sans l'accord préalable des Français. Ce qui ne m'avait personnellement pas beaucoup surpris. Mais ce qui était tout à fait surprenant, c'est qu'en fait, cette demande japonaise de passer par l'intermédiation du Trésor français était faite à la demande de cercles proches de la présidence algérienne. Autrement dit, les conseillers, ou en tous les cas l'entourage immédiat de l'Arbi Belkheir, qui était chef de cabinet de Chedli, et plus tard secrétaire général de la présidence, et après le putsch, ministre de l'Intérieur de la junte, cet homme n'avait pas du tout confiance dans les négociateurs algériens qu'il soupçonnait d'être un peu trop nationalistes. Et en tant que représentant de cette aile bazariste, infitahiste, comme pour reprendre un mot des politologues égyptiens, cette aile bazariste voulait une ouverture inconditionnelle et généralisée de l'économie algérienne. Et il comptait sur l'establishment politique français et ses relais pour nous l'imposer à nous qui étions au gouvernement algérien. Donc la France joue un rôle clé, enfin la France, les élites politiques françaises jouent un rôle décisif d'arbitre et d'orientateur de la décision politique étrangère s'agissant de l'Algérie. Cela a pu être vérifié encore récemment dans l'affaire de Tigen Tourin, quand il y a eu cette attaque il y a quelques années contre une unité de pompage de gaz dans le sud, le grand sud algérien. Il y a eu des morts japonais, des morts anglais, des morts américains, norvégiens, de toute nationalité. Eh bien, la mission de supervision de l'enquête algérienne a été faite par les services français, pour le compte de leurs collègues des autres pays. Oui, je peux ajouter que les services français, c'est eux qui ont dissuadé la famille de celui qui a été tué à Tigen Tourin en janvier 2013. Il y avait un Français sur les 40 et quelques occidentaux qui ont été tués par les MIG en fait, de la sécurité militaire. Hein. C'est pas les terroristes qui les ont tués, c'est la SM qui a tapé dans le tas, qui a tué tout le monde, les terroristes et les otages. Eh bien, la famille, moi j'avais parlé avec elle, de cette victime française, était totalement indignée, donc ils s'étaient adressés à nous, à Algeria Watch, pour essayer d'en savoir plus et comprendre, et ils étaient décidés à aller au tribunal. Et ben, j'ai appris plus tard que la DGSE les avait totalement dissuadés de le faire, il fallait que ça soit étouffé. Voilà, une anecdote parmi 1000. Voilà. Je me souviens plus de toutes les questions. Alors, sans citer les médias, mais... Ah oui. Est-ce qu'Alexandre Djouri était content de ton livre? Non, mais pourquoi les médias sont si silencieux? Pourquoi les médias, notamment français, sont si silencieux? On l'a un peu dit, nous trois, c'est que comme la collusion entre les élites françaises et algériennes concerne tous les partis politiques, il n'y a pas de règlement de compte possible entre partis politiques du côté français. Donc, une partie du sous-texte des affaires politico-financières, elles sont ce qu'on appelle affaires politico-financières dans la presse française. Malheureux. Et il y avait une question sur la justice, je me souviens maintenant. On est dans un pays où la justice est très, très relativement indépendante. Et donc, il y a des dossiers judiciaires qui avancent plus vite que d'autres. Et comme une partie des enquêtes de presse sont principalement aujourd'hui, faute de moyens particulièrement, sont principalement en fait des fuites, ce qu'on appelle enquêtes ou révélations dans la presse française en général. Il y a des exceptions, bien sûr. Mais il faut du temps, il faut de l'argent. Donc c'est compliqué. Et donc,
comme on est dans une situation de crise économique de la presse, de mutation de la presse française, plus tout un tas d'autres raisons, de proximité de la presse française justement avec les partis politiques et avec ce présidentialisme français de la Ve République. Bon, ça, on va dire, c'est toutes les raisons de neutralisation de ces sujets-là, mais dans les affaires politico-financières, donc comme je dis, il y a les dossiers qui avancent vite, les dossiers qui avancent moins vite. Et concernant certains sujets, il n'y a même pas de dossiers qui sont ouverts. Mais on a l'impression que quand même l'Algérie c'est particulier, parce qu'au moins sur l'Afrique, il y a eu l'affaire des biens mal acquis. Oui, il y a eu mais parce judiciaire. que l'affaire des biens mal acquis, ça a avancé par des associations qui ont porté plainte en justice. Que par ailleurs, il ne faut pas non plus être naïf, et là pour le coup notamment du côté associatif ou de la gauche, parfois ces affaires-là judiciaires sont instrumentalisées politiquement, y compris par les États, par la France elle-même, parfois. Aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'accusation, notamment avec un mouvement international qui vient notamment du droit anglo-saxon, anglo-américain, et du droit américain, la lutte contre la corruption à niveau international est aujourd'hui instrumentalisée par les acteurs de pouvoir à l'échelle internationale, que ce soit du côté des pays occidentaux ou même africains. On parlait du Fonds monétaire international, on parlait des négociations sur la dette autour du Fonds monétaire international. Dans ce qu'on appelle les ajustements structurels du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale, il y a des programmes de lutte contre la corruption aujourd'hui. On appelle la compliance en anglais, la conformité, c'est-à-dire en gros, si vous êtes corrupteur ou corrompu, surtout vous le faites selon certaines règles. Ça c'est le sous-texte, hein. C'est pas dit comme ça bien évidemment. Il faut respecter une certaine éthique dans le milieu des affaires et de la politique. Et donc dans ce cadre-là, bien évidemment, les déstabilisations diplomatiques, politiques, par exemple, ça passe pas forcément par des coups d'État aujourd'hui, mais ça peut passer par des règlements de compte judiciaires au niveau international. Sauf pour l'Algérie. Pour l'Algérie, c'est particulier, parce qu'on a dit beaucoup de choses. On a parlé de rente pétrolière, ça c'est très important. Notamment, moi ce que j'ai expliqué dans le livre, dans Grand Manipulateur, c'est que il y a effectivement de très gros contrats de gaz entre la France et l'Algérie. L'une des idées d'Emmanuel Macron, qui était en fait soufflée par des conseillers officieux autour d'Emmanuel Macron, hein, ça c'est un truc aussi, ça a été peu relaté dans la presse, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est un homme jeune, mais c'est un vieux jeune en fait, ou un jeune vieux plutôt. Et donc, en fait, il a récupéré une bonne partie des très vieux réseaux de la Ve République, et notamment en particulier du milieu des années 90, de la fin du septennat finissant de François Mitterrand, la cohabitation Balladur-Mitterrand. Et là, il y a énormément de réseaux que Emmanuel Macron a recyclés, notamment par la banque Rothschild, mais pas uniquement. Et à cette occasion-là, il y a plusieurs conseillers, notamment diplomatiques, qui lui ont dit « Tu devrais t'intéresser à la question du gaz et de la fourniture de gaz et d'essayer de t'inspirer de ce qu'avait fait Mitterrand quand Mitterrand est arrivé au pouvoir en 81. Mitterrand, quand il est arrivé au pouvoir en 81, il a eu, pour le coup, l'intelligence, je ne sais pas comment le dire, mais d'avoir ce qu'on a appelé la règle des 3 tiers, et notamment en termes de fourniture de gaz, d'en allouer un tiers pour l'Algérie, bon, maintenant c'est beaucoup moins, et d'en allouer un tiers à l'Union soviétique, parce que c'est une question d'indépendance énergétique pour la France. Depuis des années et des années, pour plein de raisons, pour des raisons de corruption, mais pour des raisons de sous-investissement justement dans l'appareil de production algérien en gaz et en pétrole, la raréfaction aussi des ressources, mais surtout par sous-investissement, on peut moins fourrer profondément, on n'a pas les mêmes techniques. Bref, économiquement, la Sonatrach algérienne est de moins en moins rentable en réalité, paradoxalement. Et donc, la part de gaz algérien dans la fourniture de gaz en France s'est réduite d'année en année. Aujourd'hui, on est, je crois, à 7-8% de fourniture de gaz algérien sur l'ensemble de la consommation de gaz en France. Alors qu'il y a 30 ans, sous Mitterrand, justement,
Gaz de France, qui était public aussi, hein, donc c'était pas le même rapport politique, mais Gaz de France avait fait un énorme contrat avec l'Algérie, largement au-dessus des prix du marché. C'était une décision diplomatique et économique de François Mitterrand de payer plus cher le gaz algérien. Et à l'époque, c'était pratiquement 30% du gaz français qui était issu de l'Algérie. Aujourd'hui, encore une fois, c'est moins de 10%. Et je sais, et ça je l'écrivais dans le livre, mais on me l'a reconfirmé par différentes sources, que quand Emmanuel Macron, quand il arrive à la présidence de la République en 2017, une de ses idées, et ça fait partie des discussions, donc là on n'est pas sur le terrain, on va dire, de l'affairisme, mais il peut y avoir des contreparties, c'est là où, on va dire, le diable se loge dans les détails, mais un des objets de discussion du voyage d'Emmanuel Macron en campagne en février 2017 avec tous les acteurs qu'on a cités, c'était justement sur la question de la fourniture de gaz. C'est-à-dire, ce n'était pas uniquement les droits de l'homme ou la mémoire. Donc, derrière la fameuse formule d'Emmanuel Macron, crime contre l'humanité, en fait, les principales discussions ont porté sur les fournitures de gaz de l'Algérie pour la France. Pourquoi ? Pour Emmanuel Macron, c'était une manière de se distancier dans le jeu géopolitique et diplomatique international de la fourniture du gaz russe. Donc, là, j'entre dans des considérations extrêmement compliquées, mais qui sont extrêmement importantes. C'est-à-dire, il avait l'idée, alors là, pour le coup, c'est l'idée de Macron et son entourage, d'essayer de s'autonomiser un peu plus à l'égard de la Russie en utilisant le gaz algérien. Ça, c'était l'idée de départ. En fait, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, parce que justement, il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est là où je veux quand même revenir sur un élément. C'est que les relations franco-algériennes, ou même Maghreb-France, se sont complexifiées ces dernières années, parce que par ce jeu-là de collusion, d'opacité, déjà, les sociétés civiles, les populations ont commencé à en avoir ras-le-bol et à raison, mais par ailleurs, les puissances étrangères se sont de plus en plus invitées dans le jeu. Et la France, en fait, perd de l'influence. C'est un constat. Et y compris en Algérie. Il est dit souvent que l'armée algérienne est historiquement, bien évidemment, pro-russe, parce que voilà, toute l'histoire qui est derrière, la formation des généraux, le matériel qui vient souvent de la Russie, sauf qu'en Algérie, il y a les Américains, c'est aussi l'histoire, avec la FLN, tout ça. Et aujourd'hui, vous avez dû voir dans l'actualité depuis 6 mois les fortes tensions entre Macron et le pouvoir algérien, en tout cas en partie du théâtre d'ailleurs, mais entre Tebboune et Macron, parce que je ne sais pas si vous avez vu, donc il a été dit que Tebboune ne prenait pas les appels de Macron après les fameuses déclarations d'Emmanuel Macron devant des jeunes français, franco-algériens et algériens invités à l'Élysée. Je ne sais pas si vous connaissez l'épisode. Et en fait, finalement, ils ont fini par s'appeler. Voilà, il y a eu, ils se sont rabibochés. Mais durant toute cette période, vous avez sûrement vu l'affaire Pegasus qui a éclaté. Les accusations qui apparaissent un peu rocambolesques, mais elles ne sont pas si rocambolesques que ça, d'ingérence étrangère en Algérie, notamment les Algériens visant Israël. De l'autre côté, il y a le Maroc également, mais justement qui se rapproche d'Israël par rapport aux accords d'Abraham. Et tout ce jeu-là diplomatique et international, il se fait pour l'instant sans la France. Enfin, en tout cas, c'est plus compliqué que ça. C'est que les pays que je vous ai cités, ils jouent aussi un jeu en France également. Donc ça complexifie les rapports de tout ça. Et ce que je peux vous dire assez rapidement, c'est que effectivement, dans l'affaire Pegasus, donc la presse a beaucoup ciblé les Marocains, mais là aussi, il y a de très fortes collusions entre les services de renseignement marocains et les services de renseignement français. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, Pegasus, un logiciel espion créé par une boîte de tech israélienne très proche des services israéliens de renseignement. Et donc, derrière l'affaire Pegasus, il y a énormément de gens qui ont été espionnés en France, des responsables politiques, on a dit jusqu'au président de la République lui-même. Mais ce qui était très intéressant de voir, c'est qu'il y a également énormément de responsables algériens, et notamment, si je reprends mon livre de 2019, en gros, tous les noms que je cite dans le livre
des rencontres faites par Macron, notamment en février 2017, ils ont tous été espionnés par Pegasus. Donc en fait, derrière l'affaire Pegasus, il y a ces billards à 10 bandes entre le Maroc, la France, l'Algérie, les États-Unis, la Turquie, Israël. Les Émirats. Il y a tout le monde dans le jeu là. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des situations dites sécuritaires du côté du Mali, mais en fait, c'est les ressources énergétiques, c'est l'uranium, c'est le gaz. Et aujourd'hui, avec les fortes tensions internationales entre la Chine et les États-Unis, on assiste à un jeu de déstabilisation très forte de toute cette zone-là, pas uniquement du Moyen-Orient, mais également sur le Maghreb. Et d'ailleurs, les tensions entre le Maroc et l'Algérie font craindre à des experts de passer d'une guerre froide à une guerre chaude. Parce que de plus en plus, en faveur, on va dire, de la crise mondiale liée à la pandémie, les effets de solidarité habituels, traditionnels, historiques, dans la continuité, notamment à travers la France-Algérie, ça devient parfois très tendu entre des intérêts qui deviennent parfois extrêmement contradictoires, mais là où justement le jeu des puissances intervient et où la France est un acteur parmi d'autres. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Peut-être pour simplement un élément d'information pour compléter ce que vous venez de dire, Marc, c'est que ce sujet-là, là, sur les jeux géopolitiques dans lesquels la France comme l'Algérie d'aujourd'hui sont pris, nous l'avons traité dans une vidéo d'Algeria Watch qui a été mise en ligne le 14 octobre dernier et qui est toujours accessible sur le site. Et là, en 35 minutes, on essaie de faire un peu le tour de la question en documentant un peu. Voilà. Maintenant, combien de temps il nous reste, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut prendre encore un lot de questions? On a jusqu'à quelle heure? Oui. Il est 20h07. 20h30. Bon, ok, Marc, on devra partir avant. Donc, on a encore le temps de prendre 3-4 questions. Je vais vous demander d'être bref, si vous voulez bien, en les posant. Donc, il y a une question là-bas au fond. Oui. Madame. Ah, pardon. Ok. Merci énormément pour vos interventions, c'était passionnant, même si c'était glaçant à entendre. La question s'adresse à M. Vendera, parce que si j'ai bien compris, vous avez fait partie d'un gouvernement réformiste que le régime algérien a concédé suite à un soulèvement de la jeunesse et de la rue algérienne. Et du coup, avec le recul, si on essaye de refaire l'histoire, je sais que c'est pas simple et je pense que la question est douloureuse pour vous, mais je me dis, si c'était à refaire, quelles erreurs a fait ce gouvernement, ou qu'est-ce qu'on aurait pu faire qui aurait pu amener justement une transition vers un pouvoir civil et démocratique en Algérie, et voilà, pour avoir une petite note d'espoir et que ce soit une leçon pour tous les peuples qui sont en souffrance face à des tyrannies. Merci encore. Oui. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Je voudrais vous parler vous questionner sur la dichotomie, en particulier à nos deux journalistes ici présents. Cette dichotomie qui existe entre l'hypercentralité, l'hyper-importance de l'Algérie pour les intérêts français, au même moment, la mort kilomètre, le désintérêt des rédactions et finalement aussi de l'opinion pour les affaires algériennes, on l'a bien constaté lors de la couverture de Hirak, comparé, je ne sais pas moi, à l'Amérique latine, au Liban. Est-ce que c'est une vue de l'esprit? Qu'en pensez-vous? Et comment seraient les raisons? D'accord. Au fond, là, vous aviez une question aussi. Et puis, monsieur. Et puis, tout au fond. Merci pour cette belle conférence et pour tout ce que vous avez apporté. Merci Algeria Watch pour le travail que vous faites. Nous, on est un collectif au sein du Hirak depuis le début du Hirak et on se pose beaucoup de questions en fait sur ce rapport, sur le rapport entre l'Algérie et la France, et que, comme vous le savez tous, même avant le Hirak, vous l'avez assez bien dit qu'il y a une proximité, une collusion
pervers entre les deux systèmes. Après le Hirak, le 22 février, Macron a apporté encore une fois son soutien à Tebboune, quand il a, même avant Tebboune, quand il a soutenu Bouteflika dans sa feuille de route. Donc on a l'impression que France-Algérie, cette relation continue malgré tout. Ce qui s'est passé en Algérie est sans précédent. Tout le monde rappelait très bien ce qu'a dit l'ancien Premier ministre algérien, Ouiria, qui disait que vous ne pouvez pas sortir dans les rues, vous ne pouvez pas manifester du moment où vous ne pouvez pas faire une marche ou manifester d'une manière pacifique. Donc pour beaucoup d'observateurs, un mouvement populaire en Algérie, ça va être le sang, ça va être le saccage, ça va être la violence, alors qu'au bout de 3 ans, on a vu le contraire, on a vu vraiment des jeunes, des vieux, des barbus, des mini-jupes, de tout corps politique, une vraie volonté de passer, de casser ce plafond de verre que vous citez, virer cette mafia. Donc je trouve que ce mot mafia n'a pas été utilisé beaucoup dans vos bouches, alors que c'est le mot, je pense, approprié pour qualifier le système algérien. Et je pense aussi, il faut avoir le courage de dire, une partie des politiques français. Pour beaucoup parmi nous, ici, on est des binationaux, on est impliqués dans les deux rives. Qu'est-ce que vous nous conseillez concrètement? Donc nous, on est dans le Hirak, on a à un certain moment, on parle avec les jeunes, vous suivez tout ce qui se passe maintenant avec l'article 87 bis, avec le fait de qualifier de terrorisme toute action politique qui sort du cadre légal. On est pris au piège encore, donc c'est les années 90 qui reviennent pour nous. Dès qu'on sort un petit peu, qu'on demande d'appliquer les revendications du peuple, on nous traite de terroristes, soit on nous colle l'étiquette de Rachad ou du MAC, qui est un mouvement, voilà, vous connaissez, je pense, de quoi je parle. Donc, de votre côté, comment vous pouvez aider ce peuple-là, la jeunesse? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les grandes lignes, à votre avis, en France, et aussi en Algérie, mais beaucoup plus là en France? Qu'est-ce que vous avez parlé des biens mal acquis? On va dire beaucoup de sujets. Vous alertez certainement, vous expliquez, mais je pense qu'il y a des actions plus concrètes, il y a des projets sur lesquels on peut, que vous pouvez s'associer avec ce Hirak. En fait, le Hirak est venu comme une chance pour nous tous, hein, pour vous et pour nous aussi, pour concrétiser tout ça. Merci beaucoup. D'accord. Une dernière question au fond, et puis on passe aux réponses. Bonsoir. Merci pour vos interventions et merci à la Ligue d'avoir organisé le débat. Moi, j'avais une question sur un sujet très ancien. Je voulais savoir pourquoi est-ce que la France ne veut pas rendre la totalité des crânes algériens qui sont au musée de l'histoire. La totalité des, pardon? Des crânes. Ah, les crânes. Voilà. Donc en 2020, ils en ont rendu quelques-uns. Est-ce que c'était du théâtre, pour reprendre le terme qui avait été employé par l'un de vous? Ou est-ce que, je pense que des fois c'est bien aussi pour comprendre une situation, de revenir aux origines, de revenir à tout ce qui s'est passé, quoi. Apparemment, la colonisation d'Algérie est peut-être due aussi à une dette que la France ne pouvait pas rembourser à l'Algérie. Je ne sais pas si tout ça est vrai. Si c'est ça les raisons ou pas, il y a une question de blé, dans le sens blé pas vraiment, mais blé, suite à la Révolution française, la France avait du blé, quoi, il y en avait en Algérie. Ils en ont acheté, ils n'ont pas remboursé, et puis apparemment ça aurait déclenché, ça aurait été un prétexte pour déclencher des hostilités. Mais je pense que la France avait déjà bouchait déjà sur l'Algérie. Enfin, je ne sais pas, dites-moi là où vous D'accord. c'est pas vrai. D'accord. Bon, on va passer aux réponses. Peut-être d'abord les deux journalistes qui ont été interpellés, parce que je sais que Marc va bientôt partir. Et après, Omar. C'était pas laquelle la question Ah oui, sur le Irak. Petite dernière question. Mais alors, petite. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, j'avais juste une question à M. Jean-Baptiste Rivoire. C'est concernant l'assassinat de Mohamed Boudiaf. Parce que tout à l'heure, on a parlé de Khaled Nazar, on a parlé de Abdel Khair, mais j'ai toujours cherché à comprendre pourquoi et comment a été assassiné le président Boudiaf et Khaled Nazar, l'ancien responsable de la sécurité militaire. Je pense que Mohamed Boudiaf a été tué sur ordre de Souleymane Amari.
On passe d'abord à Marc, parce qu'il doit bientôt partir. Oui, je dois partir, j'ai un article à boucler. Donc je suis désolé. Sur la sous-médiatisation, on l'a dit déjà à plusieurs reprises. Par ailleurs, de toute manière, il y a quand même aujourd'hui plein de facteurs, notamment des sous-investissements dans les rédactions sur les sujets internationaux, ça c'est clair. Y compris dans les médias d'audiovisuel public, où en gros, ça s'explique par plein de raisons. Mais si vous continuez à regarder le 20h de TF1 de France 2 comme plein de Français, les sujets internationaux sont réduits à la portion congrue dès que ça concerne des sujets soit... il faut que ça soit spectaculaire. Alors le Irak c'était spectaculaire, bien évidemment, il y avait des images, il y avait des choses comme ça, mais bon, globalement il y a un effet structurel de l'information aujourd'hui en France qui est de toute façon qui est problématique de ce point de vue-là. Et puis après, par rapport à tous les sujets de neutralisation politique, qui fait qu'en plus, au regard de l'extrême sensibilité du sujet pour le président de la République actuelle, par rapport à tout ce que j'ai essayé de vous expliquer, en tout cas de vous éclairer un petit peu sur les liens très particuliers entre Emmanuel Macron et l'Algérie, c'est sûr que la période du Irak n'était pas une période très facile pour l'Élysée. Et donc, de ce point de vue-là, les médias n'ont pas fait non plus des tonnes en France pour ne pas s'attirer les foudres du pouvoir français aussi. Pour ma part, je souhaitais vous voilà. Vous allez encore m'attirer des ennuis. Merci. Est-ce que tu veux compléter ça et puis ensuite répondre à la question sur les assassinats, peut-être, Jean-Baptiste? D'un mot sur la presse, la presse française a déjà pas mal de difficultés à raconter ce qui se passe en France, quand même. Parce qu'entre le fait qu'elle est entre les mains de milliardaires dont l'intérêt n'est pas l'information, mais l'influence, et le fait que l'État a une influence très forte sur les médias publics, la presse est déjà très malade en France. Alors, de là à aller en Algérie, ça fait quand même loin. Et puis après, juste à la décharge des confrères français, je rappelle quand même que c'est pas raconté, c'est pas souvent dit. Enfin, franchement, aller enquêter en Algérie, c'est juste un enfer quand même. Entre le fait que tu rentres pas, une fois que tu rentres, tu as des équipes de la SM partout, bon, tu les vois pas, elles sont pas en uniforme, c'est des gens très sympas autour de toi en civil, mais elles sont partout. Si tu vas interroger un témoin qui a le courage de mettre sa vie en danger pour parler, en général, derrière, il y a des gros problèmes. Bon, c'est pire que la Stasi, quand même, la SM, parce que franchement, en tant que journaliste français, comme je sais, j'ai vécu, j'étais une fois en 96 avec une consoeur algérienne, pour arriver à avoir un visa pour rentrer tout 26, on voulait faire un peu la situation en Algérie, où 96 c'était chaud. Il avait fallu qu'on avait écouté ce que disait le président Zerroal à l'époque, et je crois qu'il disait arrêtez de parler de l'Algérie, en Algérie la vie continue. Donc on était en pleine guerre civile, c'était horrible, la vie continue. Alors nous on avait dit on voudrait un visa. Ils ont dit vous voulez faire quoi? On dit on voudrait faire en Algérie la vie continue. Comme il a dit le président. Alors on a le visa. Et après on était à Alger à l'hôtel et on était quand même suivi par une escorte en permanence. Et un jour, on s'est dit, on va être très malin, vers 20h15, une fois que l'escorte est partie, après le dîner, on va faire un petit tour à Blida. On va aller voir des vrais habitants qui ont subi ce qui se passe avec l'armée et les islamistes. Donc on a été très malin, on a dîné, après on a traversé le hall de l'hôtel Horaci. Et là, il y avait un type allongé sur un divan, et dès qu'il nous a vu, il s'est levé. Il dit, vous allez où? Ben, excusez-nous, on va juste fumer une cigarette. On ne peut pas aller à Blida. Et quand bien même on arrête à Blida, de toute façon, avec des caméras comme ça, tu interviews les gens. Tu diffuses, ils sont en danger de mort. Enfin, je veux dire, voilà, la SM, vous le savez très bien, après 92, arrive la nuit dans des habitations, défonce les portes à coups de pied, enlève des gens, on ne les retrouvera jamais. Et malgré ça, on a eu combien de fois des Algériens qui ont eu le courage d'essayer de parler. Une toute petite anecdote sur le massacre de Metalha en septembre 97. Il se trouve qu'un mois après, il y a des élections en Algérie. Donc là, ça déverrouille un tout petit peu l'entrée du pays. Il y a quelques visas accordés aux médias étrangers, mais juste pour parler des élections. Et ils veulent tous aller à Metalha parce que quand même, ça les a marqués. Ils arrivent dans le cimetière, il y a quelques survivants, et là, ils commencent à essayer de... Enfin, ils sont emmenés par des bus des autorités. Hein, c'est un tour, hein, c'est un tour touristique. Hein, on les emmène tous en bus, ils sont 80, on les met dans le cimetière. Et là, ils rencontrent quelques habitants. Incroyable, on va me dire ce qui s'est passé à Metalha, ils mettent leur caméra, leur micro et tout. Et là, dès qu'un vrai habitant essaie de dire c'est bizarre, l'armée encerclait le village pendant le massacre, ils ne sont pas intervenus, enfin, il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent. Il y a des types en civil qui s'approchent des habitants et qui les menacent en arabe de mort s'ils continuent à parler.
et les journalistes italiens, allemands, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Après, il y a un faux habitant de Benta qui vient devant les caméras étrangères pour dire c'est vraiment les islamistes, je les ai vus, je les ai reconnus. Bon, c'est une intox grave. Les journalistes étrangers, ils ne sont pas hyper forcément rodés à ça, ils ne se rendent pas forcément compte, ils ne comprennent pas. Et puis ils ont interviewé un habitant, puis en fait, c'était un mec de la SM, quoi. Les Algériens, ils sont super forts, là, franchement, là, je trouve super forts. Les assassinats de Berba et de Boudiaf. Boudiaf, voilà, je crois que c'est un homme des services de sécurité algériens qui a tiré sur Boudiaf. Quand on gratte un peu, apparemment, c'est Smaïl Amari qui a intrigué pour que ce soit lui qui soit dans la délégation qui allait protéger Boudiaf. Donc clairement, c'est un assassinat commis par la direction de la sécurité militaire, parce que Boudiaf, qui était arrivé dans la main des généraux, avait quand même un minimum d'honnêteté, d'indépendance, etc. Il avait découvert l'ampleur de la corruption qui s'exerçait au sommet de l'État et avait commencé à envoyer des enquêteurs à Paris pour mesurer justement l'ampleur des biens possédés par la nomenclature algérienne à Paris. Bref, il commençait à s'intéresser à ça, il commençait à dire qu'il allait travailler sur la corruption, il commençait à devenir menaçant. Je pense que Smaïl Amari a organisé un assassinat. Et je pense le numéro 2 de l'ASM. Je pense que Kasdi Belba, qui est mort en 93 assassiné, je pense qu'il est mort assassiné pour deux raisons. D'abord parce qu'il avait compris qu'il avait tué Boudiaf. L'autre raison, c'est parce qu'il avait voulu entamer des pourparlers. Il avait fait des voyages secrets en Europe pour entamer des pourparlers avec des responsables islamistes dans l'idée de savoir s'il ne fallait pas réintégrer dans la vie politique l'ensemble de l'opposition algérienne. Bon, ça lui a coûté la vie. Je crois qu'un commando de type en jogging, mais avec des armes très précises, l'ont attendu à la sortie sur une route près du club des Pommes, et ça a été très vite réglé. Et évidemment, on a vendu à l'opinion que c'était des islamistes, comme à chaque fois, comme Boudiaf. Et ce qui est absolument scotchant, c'est que l'ensemble de l'opinion française a cru à ces pavillons, et surtout que l'opinion en croit, ça peut se comprendre, mais que la presse française n'est pas à l'époque plus grattée, investiguée, travaillée, c'est absolument affligeant. Est-ce que tu veux compléter, répondre sur la question sur les réformateurs? Oui, mais juste avant, sur le mot mafia. Moi, je ne sais pas, la mafia, on utilise souvent des parallèles, des comparaisons, mais l'Algérie n'est pas une mafia, l'Algérie c'est une dictature militaire. C'est une dictature militaire comme en Amérique latine, dans les années 70-80. C'est la même chose que la dictature de Jorge Videla en Argentine ou de Pinochet au Chili. Donc, dire que c'est une mafia, à mon avis, consiste quelque part à réduire la signification, en tous les cas, le champ politique qu'occupe une dictature. Donc, c'est une dictature militaire, illégale, criminelle et sanguinaire. Que l'organisation du pouvoir au sommet puisse ressembler à la coupole mafieuse de Cosa Nostra, c'est possible. Mais en tous les cas, en termes politiques clairs, il s'agit bel et bien et très clairement d'une dictature. S'agissant maintenant de l'expérience des réformateurs post-événement d'octobre 88, qu'aurait-on pu faire de mieux ou de... il faut quand même reprendre le contexte de l'époque. Le contexte, c'est que le régime algérien comprend encore en son sein des éléments issus du mouvement national, du mouvement de lutte anticoloniale, comprend encore en son sein des cadres et des compétences absolument réelles. C'est un dernier soubresaut de ce système-là en réalité. Aït Ahmed avait eu une jolie formule. Il avait traité le gouvernement réformateur de tentative de démocratisation par effraction. Je trouve que c'est très pertinent. Ce qui a été tenté par les réformateurs, ce que nous avons tenté, c'est, avec Mouloud Hamrouch et Razi Hidoussi, c'était en fait, de piéger le système. Mais nous nous sommes heurtés à des forces considérables, dans un contexte où l'opinion politique n'était pas encore mature, n'était pas mûre, où il était difficile de trouver des canaux de communication. Nous avons fait cette fameuse loi pour libérer la presse, et en fait nous avons surtout libéré des agents de la sécurité militaire qui se sont constitués en coopérative pour fabriquer El Watan le soir, le matin, etc. Donc toute l'hebdo libéré, toute une galaxie d'organes de presse totalement inféodés au groupe d'intérêt qui dirige le pays. Alors, à quoi nous sommes-nous étions-nous confrontés à cette époque? C'est vrai que la politique jouait un rôle colossal. Hein, les généraux ne voulaient pas perdre le pouvoir, mais la réaction extrêmement violente a commencé quand nous avons voulu démonopoliser le commerce extérieur, quand nous avons voulu casser les féodalités qui contrôlaient les importations de produits stratégiques.
les céréales, le sucre, les produits pharmaceutiques, etc., etc. Tous les consommables que l'Algérie était obligée d'apporter pour satisfaire les besoins de sa population et qui étaient tous contrôlés par des généraux. À partir du moment où nous avons voulu toucher à cela, la réaction a été électrique, immédiate, extrêmement brutale. Bien, qu'aurait-on pu faire de mieux? Je ne sais pas. Les conditions n'étaient pas réunies, en tous les cas, je peux vous le dire, pour un succès quelconque. Il n'y avait pas assez de force politique mature. La France vous a pas aidé? La société n'était pas prête. Évidemment, nous avons eu comme opposant à nos plans la France. Hein. Je me souviens, j'ai eu d'énormes entretiens, de très longs entretiens avec l'ambassadeur Audibert, dont je viens de retrouver quelques correspondances, qui était l'ambassadeur de France. C'est dans la résidence de l'ambassade de France qu'était pensé le discours des éradicateurs, qu'était pensé ce féminisme d'apparence qui avait été promu par le RCD, etc. On voit bien ce que la réalité de ce féminisme aujourd'hui, 30 ans après. Ce que je voulais dire, s'agissant justement du rôle de la France, mais aussi de cette montée des tensions géostratégiques autour de l'Algérie, cette reconnaissance d'Israël par le Maroc dans le cadre de la normalisation, ce durcissement de la position des Émirats arabes unis et du Bahreïn qui ouvre des consulats dans les territoires occupés du Sahara occidental, ce rôle un peu menaçant de la France au Sahel et en Libye, tout ça implique que l'Algérie est menacée. Mais qu'est-ce qui est menacé en Algérie? Qu'est-ce qui est menaçant en Algérie? Qu'est-ce qui fait que, brutalement, l'Algérie devienne une sorte de point de fixation de ces articulations stratégiques étrangères? Moi, je suis absolument convaincu que ce qui dérange le plus les puissances étrangères, la France, les Émirats, le Maroc et tutti quanti, c'est le Hirak. C'est le Hirak qui est visé. Ce n'est pas le régime algérien, ce n'est pas l'armée algérienne, ce n'est pas le service de police politique algérien qui sont menacés, c'est bel et bien le Hirak. Le Hirak est un contre-modèle d'expression démocratique qui terrorise les dix régimes arabes. Il suffit d'entendre les confidences de certains dirigeants proches des Égyptiens, de la dictature militaire égyptienne. Il suffit d'entendre ce que disent les Wahhabites d'Arabie Saoudite ou des Émirats pour comprendre très vite que ce qui les préoccupe, c'est bien cette contagion démocratique. C'est bien le réveil des peuples. Le réveil des peuples les terrorise littéralement. Et donc, cette mobilisation militaro-sécuritaire autour de l'Algérie vise à faire pression sur le régime algérien pour qu'il réprime, pour qu'il écrase sa population et qu'il écrase ce mouvement de contestation. Le durcissement que nous observons depuis quelques mois de la répression est exactement lié à cette pression-là. Et je crois que le régime algérien l'a bien compris. S'agissant maintenant de la perte d'influence de la France, oui, il y a une perte d'influence. Elle est liée effectivement au jeu croissant de la Russie dans la région, au jeu croissant de la Chine, mais pas seulement. Il y a aussi la Turquie qui commence à apparaître sur le continent. On voit bien qu'en Afrique de l'Ouest, il y a une présence turque, tout comme nous remarquons qu'en Éthiopie et jusqu'au Mozambique, il y a une influence des Émirats arabes unis. Et d'ailleurs, vous avez pu observer que l'État islamique est actif au nord du Mozambique. Bon, une région pas particulièrement musulmane. Donc on voit bien que l'Afrique est au centre d'une compétition géostratégique pour les ressources rares. Des ressources qui vont se raréfier encore davantage dans les décennies qui viennent. C'est donc tout ça qui est en jeu autour de l'Algérie. Alors, on parle de l'arsenal militaire, l'arsenal algérien qui est d'origine russe. Il faut dire que cette historicité de l'armement de l'armée algérienne est liée à deux facteurs, qui ne sont pas seulement des facteurs historiques ou de proximité idéologique, comme on veut nous faire croire. La Russie, et avant elle l'Union soviétique, et je le sais, a été le seul pays qui a disposé à fournir à l'armée algérienne le niveau d'équipement qu'elle attendait.
l'Algérie a bénéficié, par exemple, d'un équipement aérien comparable à celui de l'armée rouge, donc l'aviation de front capable de faire face à n'importe quelle aviation occidentale. Ce que les Occidentaux ne voulaient pas vendre. Le fournisseur russe n'est pas un fournisseur de premier choix pour l'armée algérienne, c'est un fournisseur par défaut. Je peux vous dire par exemple qu'au début des années 90, quand l'armée algérienne a voulu s'équiper en drone, les Américains ont refusé, les Russes ont commencé à organiser une coopération pour fournir les premiers, au début des années 90, les premiers équipements de ce type. Donc le fait que l'Algérie ait les moyens économiques et financiers d'assurer son autonomie en termes de fourniture d'armes explique cette présence russe. Et il est vrai aujourd'hui que la présence russe est de plus en plus dans l'avenir chinoise. Elle a des conséquences sur l'influence de la France dans la région. C'est pour ça que moi je m'en félicite. Je pense que les pressions russes pour empêcher, pour en tous les cas gêner les opérations militaires françaises au Sahel ont entraîné la décision de suspendre le survol du territoire algérien par l'aviation française. Je trouve que c'est une excellente chose. Tout ce qui nous sépare des intérêts occidentaux dans la région est un acquis pour notre souveraineté. Tout ce qui nous met dans le giron occidental oblitère nos capacités d'autonomie politique. Et donc, sans être un admirateur de Vladimir Poutine ou du président Xi Jinping, il est essentiel pour l'Algérie de conserver toutes ses relations avec tous ses interlocuteurs occidentaux et non occidentaux pour réaffirmer son ADN politique fondamental, celui du non-alignement et d'une certaine opposition à toutes les hégémonies et de la perpétuation de son soutien au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que ce soit au Sahara occidental ou en Palestine occupée. Voilà. Merci Omar. Peut-être maintenant on arrive à la fin de notre débat. Un mot peut-être simplement pour vous répondre sur les crânes de Zahatia qui ont été rendus à l'Algérie, les 24 crânes, parce que j'ai été impliqué dans la mobilisation qui a conduit à cette affaire-là. Il faut bien savoir que ces crânes, ceux-là et d'autres qui sont encore, qui étaient au musée de l'Homme, de victimes de la répression coloniale pendant la conquête de l'Algérie, personne ne savait qu'ils étaient là. Ça a été découvert par un archéologue algérien et ensuite repris, qui avait fait une première pétition, qui n'a plus aucun écho, repris par un autre, un militant des droits de l'homme algérien à Paris, qui a fait une autre pétition qui a eu beaucoup plus d'écho et qui a conduit finalement à ce qu'une partie de ces crânes ait été restituée. Mais les Français, enfin le gouvernement français, il était super emmerdé parce qu'il ne savait pas quoi faire avec ça. Et à cette occasion-là, ça nous a permis, à nous qui militons pour la reconnaissance de ce qu'a été la réalité de l'oppression, enfin la conquête et puis de l'oppression coloniale, nous sommes heureusement un certain nombre de militants français pour le coup, à travailler là-dessus avec des historiens, etc. Ça nous a permis, par exemple, de faire connaître d'où venaient ces crânes. Parce que ça, personne ne le savait. Le massacre de Zahatia, qui est une oasis au sud des Grands Plateaux, là, qui est en 1847, si je ne me trompe pas, l'armée française qui résistait avec efficacité contre la conquête, eh bien, l'armée française a été obligée d'envoyer 5000 hommes pour venir à bout de cette oasis, et ils ont massacré les 900 personnes, hommes, femmes et enfants, qui y étaient. Et c'est les chefs de cette insurrection-là, dont les crânes, dont les têtes ont été coupées, ont été promenés dans toute la région, et se sont retrouvés plus tard en France pour des examens, comme on ramenait les têtes coupées de Kanaki, d'Afrique subsaharienne, de toutes les conquêtes coloniales pour les Français. Tout ça, c'était des êtres inférieurs qu'on étudiait comme des animaux, pratiquement. Et faire revenir les crânes ici, c'était pour les études. Bon, bref, je ne rentre pas là-dessus. On a beaucoup écrit, on a publié, notamment sur le site histoirecoloniale et postcoloniale.net, là, que j'anime avec des historiens, que je vous conseille de visiter, qu'on entretient régulièrement. Il y a énormément de ressources sur cette conquête coloniale, tout simplement. Et donc, pour dire que, et ça répond, pour finir, enfin, très provisoirement, à la question que faire aujourd'hui que vous posiez, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je dirais que c'est deux choses. La première, c'est en France, et d'abord en tant que Français, mais aussi, ça peut être en tant que franco-algérien, bien entendu, ou algérien résident en France, de faire connaître
ce qu'a été la conquête coloniale, voilà, parce que ça, on nous parle aujourd'hui de réconciliation des mémoires, mais ça c'est bullshit, c'est des conneries, c'est absurde, il n'y a pas de mémoire à réconcilier, chacun a les mémoires qu'il a, parce qu'en fonction de sa famille, de son vécu, c'est pas un problème de mémoire à réconcilier, c'est un problème d'histoire à reconnaître et à partager entre les peuples. Voilà, tout simplement que nous partagions la même histoire et que nous résistions aux manipulations de cette histoire-là, des deux côtés de la Méditerranée, au demeurant. Il y en a autant en Algérie qu'en France dans la manipulation de l'histoire longue. Et donc là-dessus, voilà, travailler avec les historiens, c'est fondamental. Et puis le deuxième volet, qui pour moi est au cœur de cette solidarité, de cette amitié entre les peuples qu'il faut aujourd'hui non seulement préserver mais développer, c'est évidemment, quand un mouvement comme le Hirak se manifeste, il faut être non seulement solidaire, mais il faut contribuer à le faire connaître. Alors nous, on l'a fait à notre modeste niveau, parce que quand je dis modeste niveau, Algérie Watch, on n'est pas un organe de presse. On va publier un livre, que je l'ai dit tout à l'heure, pour faire connaître tout ça. Bon, mais il y a des mobilisations en France. Donc ça, c'est tout un travail un peu de fourmi, si j'ose dire, qui n'est pas nécessairement spectaculaire, parce qu'on l'a laissé expliquer ce soir, on se heurte à des obstacles, à des obstructions, à des silences parfaitement organisés, mais néanmoins, et c'est moi, personnellement, c'est ce qui me donne espoir, parce que ça fait quand même quelques décennies que je suis les questions algériennes. Ce qui me donne espoir, c'est que petit à petit, ce que nous avons accumulé comme travail d'information et de solidarité, ça porte ses fruits. Voilà. Et un des fruits, par exemple, c'est pas le seul, mais quand même, c'est satisfaisant de comprendre que Algeria Watch aujourd'hui, c'est un site qui est extrêmement visité au niveau international, pas du tout simplement en français ou européen, mais aussi beaucoup en Algérie, et qu'on est très très écouté en Algérie, et que ça sert de pont entre nos deux peuples. Alors c'est un petit média, mais néanmoins pas si petit que ça, parce que c'est chaque jour des milliers de visites, n'est-ce pas, et donc des millions au fil des années. Et ça joue un rôle pour que ensuite les acteurs indépendants s'en saisissent. Voilà. Tu voulais dire un mot dans la conclusion? Un petit mot, une petite phrase d'Armand Veilleux, le père Armand Veilleux, supérieur des moines trappistes au Tibéride, qui a perdu donc ses sept frères trappistes et qui depuis 20 ans cherche la vérité sur ce crime. Et à chaque fois, des gens s'approchent de lui et lui disent « Mais père Armand Veilleux, il faut tourner la page. » Et lui, il répond toujours « Oui, mais avant, il faut l'écrire. » C'est exactement. Voilà. Merci à toutes et tous et merci encore à la municipalité de Noisy. Merci à vous pour cette conférence extrêmement riche et pointue. Et je tenais quand même à préciser qu'aujourd'hui à Noisy, on est la première ville, enfin une des premières, si ce n'est la première ville à aborder la question de la France-Algérie, qui est vraiment un tabou. Merci. Bravo.